Alors effectivement, on a parlé d'outils, on a parlé de techniques, on a parlé de méthodologie dans les chapitres précédents, mais le formateur, il est où dans cette histoire? Alors, on peut très souvent se poser la question. Vous vous la posez, je pense. Allez, on va essayer d'y répondre ensemble. Du coup, c'est quoi le rôle d'un formateur dans le e-learning? Est-ce qu'il peut avoir des rôles? Comment il agit? À quel moment il va intervenir? Pourquoi? Etc. On va se poser toutes ces questions. Le rôle du formateur, du tuteur, du coach, de l'accompagnateur, bref, on peut y mettre énormément de mots sur celui qui va en tout cas être un facilitateur, un animateur à distance, un tuteur pédagogique, un coach, quelqu'un qui va encourager un apprenant qui est en autonomie. Alors le formateur, il va jouer un rôle clé dans l'accompagnement des apprenants. Allez, si vous avez eu la chance de créer les contenus pédagogiques, de les avoir mis en ligne, de les avoir mis en test, souvenez-vous, le chapitre précédent, c'est génial parce que là, ça y est, le jour J, vous avez des apprenants qui travaillent dessus. Vous savez que vous allez peut-être être amené à améliorer vos contenus, mais on sait que la perfection n'existe pas. En tout cas, on peut chercher à l'atteindre, qu'un contenu, on va le faire évoluer, mais que je dois aussi, avant toute chose, accompagner et faciliter l'accompagnement de l'apprenant. Alors, je suis animateur quand je réponds à un commentaire, parce que quelque part, je tiens compte de la question, du commentaire qui a été posé. Je l'analyse, je le mets en lien avec le chapitre, peut-être avec le cours, dans la globalité, et c'est ce qui me permet, de manière indirecte, d'être un animateur aussi. Alors vous allez me dire, c'est très, très court. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est très court, mais ça fait partie du rôle, en fait, du formateur qui est amené à intervenir sur un parcours de formation e-learning. C'est celui aussi qui va peut-être être en réponse à la messagerie instantanée. C'est peut-être lui qui va identifier des problématiques. S'il n'a pas la possibilité de faire de l'adaptative learning en proposant un module ou des contenus en plus, peut-être qu'il va se mettre en lien avec l'apprenant, soit j'allais dire en asynchrone, synchrone au travers de la messagerie instantanée, mais il peut aussi faire, j'allais dire, des entretiens individuels et lui proposer du contenu supplémentaire. Donc, le rôle, il est vachement important. Effectivement, comme on l'a vu, le rôle du formateur, ça va être de concevoir, d'organiser ses contenus pédagogiques, animer la formation. Alors, on parlait de webinaire tout à l'heure, mais peut-être lorsque vous êtes amené à tourner ce type de cours, moi, je me considère comme un animateur, même si je ne vous ai pas en live. Je perçois, votre réactivité. J'espère que je ne vous endors pas, d'ailleurs. Vous allez être amené à suivre les progrès de l'apprenant. Je veux dire, les progrès de l'apprenant, quand je suis en présentiel, je le vois. On est en plus dans des structures, et notamment pour tout ce qui est formation diplômante, on a une obligation de traçabilité de l'information. Qu'est-ce que je mets en place en termes de suivi de l'apprenant? Vous allez avoir des plateformes qui vont vous permettre de le faire ou d'autres outils, mais en tout cas, ce qui est important, c'est la traçabilité de l'information et d'apporter la preuve, notamment lors d'un audit Kellopi, qu'on a bien réalisé un accompagnement. À quelle fréquence je suis intervenu avec l'apprenant de telle manière. Ça permet globalement d'avoir une vision sur le contenu que j'ai créé, qu'est-ce qu'il a engendré dans un parcours de formation individuelle et comment j'ai dû intervenir en off. Ça permet, ça oblige une remise en question assez importante, tant sur les contenus que ce que je vais engager en termes de plan d'action avec l'apprenant. Donc ça, c'est super important. Alors oui, effectivement, vous allez être amené sur une plateforme, par exemple, à aller regarder les temps de connexion, les taux de réussite au QCM, le scoring, les exercices, est-ce qu'il s'est connecté, est-ce qu'il n'est pas en situation de décrochage. Voilà, tout ça va vous amener à mettre en place un plan d'action, soit directement avec l'apprenant, soit indirectement au travers de vos contenus. Tout dépend de ce que vous aurez identifié. Le rôle du formateur, c'est aussi de motiver et d'engager l'apprenant. Alors implicitement au travers des contenus, on a pu le voir au chapitre précédent, mais ça va être aussi dans la continuité, le coaching, j'allais dire, qu'il va pouvoir mettre en place tout au long du parcours de formation. Et puis, on est là aussi sur des notions qui sont importantes pour les financeurs, mais aussi pour les organismes de formation. C'est la capacité à personnaliser l'accompagnement
identifier les besoins, les difficultés, les situations de décrochage. Et là, j'en reviens aussi à la mise en place du plan d'action. Son rôle, ça va être de répondre à ces questions sur des contenus de cours, l'utilisation de l'outil. Ça peut être aussi en relation à des méthodes d'apprentissage. Donc, ce que vous vivez en présentiel, vous allez le vivre aussi d'une autre manière, mais dans une situation qui est plutôt asynchrone pour le coup, et donc ce qui nécessite une bonne analyse, une réactivité de votre part ou de la part des formateurs ou des accompagnateurs. Encourager les interactions, donc favoriser l'échange entre participants. Ça, c'est important, puis on peut le faire au travers de webinaires. Moi, j'aime bien le webinaire en tout cas parce que ça permet de fédérer un groupe, mais de fédérer aussi individuellement. Donc ça, c'est important. Et puis assurer un suivi individualisé. Et là, on est plutôt sur du face-à-face et on reviendra un petit peu sur du synchrone à ce moment-là. Alors, quelles sont les stratégies pour maintenir l'engagement de l'apprenant ? La personnalisation des parcours, on l'a vu, et l'adaptative learning, ça peut être pas mal. Mettre en place un apprentissage interactif et ludique, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. Voilà, faut vraiment connaître son public cible et donc aborder des méthodes et des techniques qui sont bien adaptées. La notion de badge est assez importante. Voilà, ce système de récompense. Si je vous donne un objectif de marathon et je vous dis, il y a 10 km à courir, peu importe le temps que vous mettez, allez, on est 10. Sur les 10, je pense qu'il va y en avoir 5 qui vont décrocher au bout de 2 km, et puis ainsi de suite. Et au final, il n'y en a qu'un qui va passer la ligne d'arrivée, parce que c'est celui qui aura été peut-être le plus fort mental, physiquement, sur le mental ou sur le physique. En revanche, si tous les 500 mètres, j'ai un encouragement, j'ai obtenu un badge en disant « vas-y, tu peux passer à l'étape suivante », ça permet de voir globalement comment je progresse, j'atteins des petites victoires et je peux progresser, et ça me permet de fixer des objectifs, de me fixer en tant qu'apprenant des objectifs qui me permettent de passer étape par étape le parcours de formation qui m'a été proposé. On en vient au rythme, de la variété des activités. Si vous avez une formation qui était uniquement rythmée par des cours, allez, peut-être un petit peu magistraux, je pense que vous ennuyeriez passablement. Pouvoir intégrer des exercices, mettre des situations de cas pratiques, voilà, ça c'est des choses qui sont importantes, mais ça passe aussi par la diversité des contenus que vous pouvez mettre à disposition. L'encouragement, la reconnaissance. Voilà, on en revient à la même notion, le badge, mais qui peut être mis en place aussi individuellement. Les outils de communication et d'interaction, forums, webinaires, chat, messagerie instantanée, voilà, tout ça, ce sont des outils facilitateurs justement en termes d'interaction et j'allais dire au quotidien avec les apprenants. Donc tout dépend comment c'est mis en place par l'organisme de formation, par le formateur, tout dépend comment il le gère. Les espaces collaboratifs, alors ça peut être sympa. Alors, tout à l'heure, on parlait de synchrone, asynchrone. Bon, là, vous avez compris le principe. Mais vous allez me dire, mais le synchrone, Rémi, c'est quand je suis à la maison. Ah oui, mais non. Mais non. Je peux proposer de l'asynchrone en centre de formation. Je dispose d'un espace dans lequel je vais pouvoir me poser, travailler. En asynchrone, j'ai pas de formateur. J'accède à ma plateforme. Mais je peux être là, physiquement, en centre de formation, mais travailler en asynchrone, c'est-à-dire à mon rythme et sans la présence d'un formateur. Ah, et si je mettais en place un espace collaboratif où plusieurs personnes pourraient venir dans cet espace. Et là, on met en place quelque chose qui va favoriser également, d'une manière différente, l'engagement, l'envie de continuer de progresser dans sa formation. Alors ça peut être dématérialisé, on nous donne comme exemple Google Workspace, oui, je suis complètement d'accord. On a des outils comme Trello qui sont des outils collaboratifs, mais je peux être aussi en présentiel, travailler avec ces outils interactifs dématérialisés, mais créer un environnement physique alors que je travaille en asynchrone, ça peut être plutôt pas mal. On est plutôt sur du coworking, du coup, dans cette notion-là.
Il va être important aussi dans le rôle du formateur de savoir gérer les retours et les évaluations en continu, hein. Tout le scoring des cas pratiques, c'est important d'avoir un visuel global. Donc ça, c'est des choses qui sont à tenir compte. Et notamment au niveau des différents types d'évaluations, qui soient des évaluations diagnostiques, formatives, sommatives, etc., etc. Donc, je reviens pas, hein, sur les types d'outils au niveau des évaluations, en tout cas, les évaluations à l'issue d'un cours. Voilà, le Kahoot, le Quizzes, Google Forms, il est pas beau, mais il est super efficace. Je peux utiliser du Genially aussi, hein, au même titre que le Kahoot. Le système de suivi des progrès, alors là, on est sur du learning analytique. Peut-être que la plateforme, elle va permettre de générer justement des statistiques, les mettre à disposition de l'apprenant et qui seront du coup intégrées à la plateforme. Et puis tout ce qui va être feedback automatique et ou manuel, hein, tous les commentaires qui peuvent être posés. L'importance des retours formatifs, là, il faut être à l'écoute justement, parce que c'est ce qui va permettre aux apprenants, d'aider à comprendre les erreurs et à progresser. Donc cette notion de disponibilité de la part du formateur. Faut toujours que ce soit bien sûr constructif, régulier, donc à adapter la fréquence et bien sûr adapté à l'individu, et cetera, et cetera. Les cas pratiques sont importants aussi en termes d'animation de formation en ligne parce que ça permet par exemple d'intégrer un cas pratique dans le cadre d'une formation sur la gestion de projet par exemple, avec des moments asynchrones et des moments synchrones. Ça peut être voilà, des contenus qui sont en lien. Alors voilà, les exemples qui vous sont proposés, là c'est aussi la formation technique sur un logiciel. Ça peut être, voilà, tout dépend comment ça a été imaginé et comment ça peut être mis en place. Mais effectivement, ce sont des choses que l'on peut tout à fait initier au travers de capsules vidéo, mais aussi de temps de travail en autonomie, en groupe et en autonomie. Tout dépend comment vous allez l'envisager. Alors, on va faire un bref rappel au niveau des transmissions des connaissances et le développement des connaissances. Les changements, en fait, et les différentes approches évoluent au fil du temps, ça vous avez pu le percevoir. Il est nécessaire de transmettre correctement l'information. Euh, les activités que vous allez concevoir doivent intégrer cette notion de transmission de connaissances. De toute façon, c'est le b.a.-ba de votre métier. Je transmets, je permets d'acquérir des connaissances, je les valide au travers d'une évaluation. Donc, tenez bien compte de ce type de choses. C'est ce qui va vous permettre, au travers des types de méthodes ou d'enseignement que vous allez... j'aime pas ce mot enseignement, c'est trop scolaire, mais c'est tout à fait ça. Est-ce que mon enseignement, dans le cadre d'un enseignement direct, eh bien, je vais avoir une transmission qui va être descendante. C'est là où le formateur se positionne souvent et de manière trop simple comme le sachant. Nous, on va plutôt se positionner en tant que formateur dans un cadre d'un enseignement indirect qui va favoriser l'analyse, la réflexion faite avant tout par les apprenants. Et du coup, on est plutôt sur un type de formation qui est horizontale. C'est cette notion de faire travailler l'apprenant et d'apprendre par l'action, la réflexion, etc. Bref, tous ces points-là, vous avez pu les voir dans d'autres cours. Ici, c'est une petite piqûre de rappel qui vous est proposée. N'oubliez pas qu'un formateur est avant tout un animateur. Je parlais de la notion du sachant et de l'apprenant. Voilà, cette notion-là, essayez de la mettre plutôt sur une notion de pédagogie, c'est-à-dire que vous êtes le père au sens manager, facilitateur, et c'est vous qui allez, au travers du travail des apprenants, vont leur permettre d'acquérir toutes les connaissances, les savoirs et les méthodes par voilà, l'apprentissage. Nous allons maintenant, pour finir ce chapitre, parler de la posture du formateur en e-learning. Il me semble que vous avez eu un cours justement sur le rôle et la posture du formateur.
considérer qu'on va reprendre là du coup cette notion-là. Mais en tout cas, la posture du formateur doit être vecteur de la réussite de l'apprenant. À savoir que tout va passer par les contenus pédagogiques, mais pas que. La qualité de l'accompagnement, être en capacité de dire voici, au travers des contenus pédagogiques que vous avez à votre disposition, voilà comment on aborde les choses. Donc en fait, le formateur va avoir un rôle de facilitateur, d'accompagnateur, de coordinateur, de remédiateur. En tout cas, l'objectif, ça va être la réussite de l'apprenant. Sa posture, elle est importante. Le formateur ne doit pas négliger ses apprenants, même s'il ne les connaît pas. Quand on est en présentiel, on crée des liens. On ne les a pas forcément, ces liens, lorsqu'on a des apprenants sur une plateforme, mais il faut savoir justement les créer, ces liens, pour justement avoir la bonne posture et la bonne attitude. En tout cas, l'apprenant est au centre de la pédagogie. On va passer maintenant au chapitre suivant.